Quand on lance une startup, sous-traiter les développements est souvent une étape quasiment obligée. Mais on a deux manières pour le faire. Soit on paye à l'heure les développeurs, soit on les paye au résultat. Du coup, quelle est la meilleure option? C'est exactement ce que l'on va voir dans cet épisode. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est d'ailleurs disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et parmi la centaine de startups que j'ai accompagnées, nous avons utilisé un peu des deux. On utilise du contrat au forfait et on utilise du développement, ce qu'on appelle en régie. Autrement dit, on le paye à l'heure. Alors, pour vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne et surtout quelle est la meilleure option pour votre projet, on va parler de Bruce. Bruce est un fondateur de startup B2B. Il a démarré avec un contrat au forfait parce qu'il savait pas trop comment ça allait fonctionner et il voulait quelque chose de fixe avec un contrat pour le protéger. Il a trouvé une petite agence et il était super emballé de travailler avec eux parce que il leur promettait, lui promettait plutôt de redévelopper son application pour le prix qu'il avait décidé d'investir. Les développements ont été lancés, puis il y a eu de nouvelles idées, puis il y a eu des nouvelles directions, puis finalement il y a des choses qui étaient plus utiles qu'on avait imaginées au départ. Et finalement, il y a eu beaucoup de changements qui ont été réalisés, que ce soit sur le code, que ce soit même sur la structure même du cœur du logiciel. Et c'est justement à cette phase-là que généralement, la relation entre le fournisseur, la société de développement et le fondateur va se dégrader. Et sans surprise, c'est ce qui est arrivé à Bruce. Typiquement, le fournisseur était volontaire, il voulait aider, mais malheureusement, parce qu'il y avait beaucoup trop de changements, c'est devenu un travail sans fin. Il a réalisé qu'il allait devoir travailler peut-être 2 fois, peut-être 3 fois plus que ce qu'il avait imaginé, parce qu'il n'avait pas imaginé que quand il avait marqué une ligne dans un cahier des charges, ça voulait dire derrière qu'il y avait plein de fonctionnalités sous-entendues. Fonctionnalités que le fondateur lui-même n'avait pas lui-même anticipé d'ailleurs, même pas lui-même sous-entendu et entendu et compris. Alors, dans ce cas de figure, il va y avoir plusieurs solutions possibles. Si vous avez la chance, d'une certaine manière, de tomber sur un jeune développeur, de tomber sur une jeune agence qui a vraiment besoin de faire ses preuves, qui a vraiment besoin d'avoir un joli portfolio de bonnes références, potentiellement, elle va mettre l'effort et elle va aller jusqu'au bout. Et ça peut être à votre avantage. Ça sera clairement pas à l'avantage de l'agence, mais bon, l'avantage, c'est qu'ils auront appris un petit peu sur le tas et ils auront appris de l'expérience qu'ils ont à travailler avec une startup, typiquement avec vous. Maintenant, si c'est par contre une agence ou quelqu'un qui a de la bouteille et qui justement travaille avec d'autres entreprises, typiquement des clients de type corporate, alors vous risquez de devenir la priorité la plus inférieure parmi leurs clients. Et ce qui était prévu d'être développé en quelques mois peut parfois prendre des années ou alors simplement jamais être terminé. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit que vous n'allez pas pouvoir tout simplement lancer votre produit. Ça se traduit que potentiellement des compétiteurs, des concurrents vont prendre la place à votre place et que vous risquez de louper votre time to market, tout simplement. Et c'est justement ce qui est arrivé à Bruce. Au lieu d'avoir son développement terminé en 4 à 6 mois, il a attendu plus d'une année et au bout d'une année, il avait uniquement 50% des développements qui avaient été réalisés. Alors, le développeur, la petite agence en question, était bien désolé de la situation. Il s'est mis à travailler le soir, il s'est mis à travailler le week-end parce que typiquement, il avait besoin de rentrer d'autres clients pour pouvoir manger et pour pouvoir vivre. Et pas la peine de dire que sa motivation, au bout d'un moment, elle a fini par tomber, se casser la figure. Et les efforts qu'il avait mis le soir et le week-end n'ont pas suffi pour réaliser quelque chose de concret et qui était suffisant pour avancer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Bruce est parti sur une autre agence, mais cette fois-ci, pour pouvoir avoir des développeurs et être sûr qu'ils travaillent dans la journée sur son produit, il les a payés à l'heure. Autrement dit, il a pris une prestation en régie. Et ça lui a pris quasiment une autre année complète pour réellement développer son application complète. Alors, il faut savoir que l'application de Bruce est un logiciel en B2B, et qui n'est pas si innovante que ça d'une certaine manière puisqu'il a déjà des compétiteurs qui ont déjà des applications existantes avec beaucoup de fonctionnalités et donc du coup il a voulu avancer avec quasiment autant de fonctionnalités si ce n'est même plus sur certains sujets. Mais bon, ça c'est un sujet stratégique et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire sur YouTube ou sur Instagram, j'y reviendrai. Alors, vous concernant, qu'est-ce que l'on peut apprendre de l'histoire de Bruce, de ce qui lui est arrivé? Si déjà vous avez une idée de produit mais qui n'est pas suffisamment claire avec une liste
précise de fonctionnalités, dans ce cas-là, vous êtes du côté incertitude. Et dans le côté incertitude, ça veut dire qu'on ne peut pas faire du forfait. C'est beaucoup trop risqué, c'est tout simplement demander à quelqu'un de s'engager à vous délivrer un logiciel qui n'est pas encore défini ou dont on ne sait même pas ce qu'il va y avoir dedans. Et potentiellement, ça peut être une demande qui va tout le temps changer. Vous allez tout le temps, ah bah tiens, j'avais aussi besoin de ça, c'était compris, ça c'était sous-entendu, etc. Et au final, vous n'aurez jamais rien de bon qui sortira de cette collaboration. Donc si vraiment vous voulez avancer en pure incertitude, dans ce cas-là, le seul moyen d'avancer, c'est d'avancer à l'heure, autrement dit en régie, ou alors tout simplement à faire de la pure R&D en prenant des ingénieurs R&D avec des labos qui vont travailler sur de la recherche, sur typiquement, on avance en incertitude, on ne sait pas ce qui va marcher, essayons, on passe du temps et on voit. Alors évidemment, en tant que fondateur, c'est pas la situation la plus confortable puisque vous êtes responsable du coup du prix de l'investissement que vous mettez, vous êtes responsable des délais, ô combien vous allez brainstormer et ajouter beaucoup trop d'idées, ou alors ô combien vous allez réussir à descendre sur une ou deux idées principales. Et c'est vraiment là que vous allez pouvoir avancer sur du concret. Autrement dit, le meilleur moyen il y a deux solutions pour sortir de l'incertitude. C'est soit vous allez écrire la totalité des écrans de votre application, définir toutes les fonctionnalités, lesquelles passent au-dessus des autres et lesquelles seront développées en premier, solution 1. Ou solution 2, évidemment qui est la meilleure, c'est simplement de réduire votre scope, réduire le périmètre de ce que vous voulez développer à une fonctionnalité la plus simple possible et celle qui va apporter le plus de valeur à vos clients. Et si vous réduisez votre scope à ce petit projet, cette petite version 0, dans ce cas-là, vous allez passer en certitude puisque vous savez exactement quelle est cette toute petite première version. Et donc, tenez-vous bien, vous allez pouvoir avancer au forfait, ce qui est particulièrement commode quand on ne connaît pas encore l'agence que l'on vient de vous présenter ou dont vous avez entendu parler ou que vous avez trouvé peut-être sur les pages jaunes. J'espère que c'est pas ça, mais ça peut être aussi un moyen de trouver des agences. Alors, si on revoit ce processus de décision pour chaque étape de votre projet, typiquement, si vous êtes à la phase de ce qu'on appelle idéation, dans ce cas-là, je vous recommande de limiter à un tout petit projet, une version 0 de vos développements avec une fonctionnalité clé qui apportera beaucoup de valeur à vos utilisateurs. C'est le seul moyen pour pouvoir avancer au forfait et ainsi réduire les risques quand même puisque vous allez savoir exactement ce que vous achetez. Et c'est d'ailleurs très pratique pour évaluer une agence, une société qu'on ne connaît pas encore. Dernier petit tips sur cette partie-là, assurez-vous d'ailleurs que votre prestataire comprend réellement ce que vous attendez et qu'il est capable de le reformuler, voire potentiellement faire quelques croquis ou quelques dessins et vous expliquer les workflows, le processus par lesquels les utilisateurs, l'expérience utilisateur par lesquels ils vont passer. Une fois que vous allez avoir atteint cette version 0, vous allez avoir peut-être quelques premiers utilisateurs et ils vont commencer à vous envoyer plein d'idées d'amélioration, des idées de fonctionnalités. Et à ce moment-là, rester en mode forfait va devenir très très compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un jour une idée, vous allez vouloir la développer rapidement, c'est un client ultra important, puis le lendemain vous allez avoir une autre idée, puis encore une autre idée, et en fait, vous allez passer beaucoup plus de temps avec votre prestataire à définir quoi faire, combien ça coûte, etc., plutôt qu'à avancer. Donc sur cette phase-là, il est beaucoup mieux de payer tout simplement les développeurs en qui vous avez normalement déjà confiance à l'heure. Viendra ensuite les étapes suivantes, les étapes où on va croître, où on va aller plus vite, on va vouloir encore ajouter des fonctionnalités. Et là, sur cette phase-là, il va y avoir un autre petit souci qui va être en réalité la qualité du logiciel. Si le logiciel a été développé en mode quick and dirty, rapide, mais bon, pas super dans les règles, juste pour aller vite, et bien vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez rajouter des fonctionnalités, ça va prendre de plus en plus de temps. Et si vous vous rendez compte que pour une petite fonctionnalité, il faut parfois passer 2 jours, 3 jours, une semaine, alors que c'était normalement quelque chose de facile, ça veut certainement dire que vous avez ce qu'on appelle de la dette technique. Alors, quoi faire? Si tout se passe bien, que ça va vite, que globalement ça se délivre dans les temps et que vous trouvez que votre prestataire est efficace, restez en mode régie. Sur le long terme, ce qu'il y a de mieux, ça permet d'impliquer les équipes, ça permet d'avoir leurs idées et qu'elles ne soient pas tout le temps sur la défensive à se dire « est-ce que je vais pas passer plus de temps que ce que j'ai prévu ?» Par contre, si vous voyez que le temps défile, que les factures augmentent et que les fonctionnalités ne rentrent pas, c'est potentiellement que vous avez de la dette technique et donc il va falloir régler ça. Je vous conseille dans ce cas-là de passer en mode forfait sur les nouvelles fonctionnalités et de laisser votre prestataire venir avec potentiellement des sujets de dette, puisque
Si jamais vous lui demandez une petite fonctionnalité pour ajouter un bouton et qu'il vous dit qu'il y en a pour 10 jours, à un moment donné, vous allez dire c'est pas normal. Et donc, il va vous dire oui, mais on n'a pas prévu ci, on n'a pas prévu ça. Et donc, on va potentiellement avoir des projets de refactorisation de contenu de certains composants. Ce qui est normal jusqu'à une certaine échelle, on va dire. Et normalement, si vous passez ces phases-là, si vous améliorez continuellement et progressivement et vous choisissez de un peu faire de refactorisation de manière régulière, vous allez augmenter la qualité de votre logiciel et vous serez de plus en plus flexible et rapide dans les développements futurs. Maintenant, si la relation est toujours un petit peu tendue à cette phase-là avec votre prestataire, c'est généralement qu'il y a deux problèmes. Soit vous n'êtes toujours pas très clair sur ce que vous attendez ou à minima les priorités, ou alors peut-être que c'est tout simplement votre prestataire qui ne vous comprend pas, option 1, ou alors c'est que le prestataire n'est pas au niveau et ne peut pas vous fournir typiquement le résultat attendu. La plupart du temps, les fondateurs vont penser que c'est la solution 2, que le problème est côté fournisseur, mais dans la réalité, c'est un petit peu des deux et souvent, c'est beaucoup plus quand même la responsabilité du fondateur qui n'a pas été clair sur les priorités, sur ce qui allait devoir être développé par la suite, etc. Ce qui fait que typiquement, le prestataire a pu prendre des raccourcis là où il ne fallait pas prendre de raccourcis et là où il fallait potentiellement construire une base et des fondations qui soient solides. Donc généralement le tort est plutôt partagé. Et vous savez quoi, ce type de problématique là, on le voit beaucoup dans les startups, mais pas que, on le voit aussi dans les grandes entreprises qui font des appels d'offres, qui essaient d'être précis, mais souvent les entreprises qui répondent à ces appels là doivent garder un certain degré de flexibilité et une certaine marge de manœuvre dans leurs tarifs, parce qu'ils savent que forcément il va y avoir 10, 15% de plus potentiellement d'investis sur ce type de projet. Et s'ils veulent pas grignoter leur marge, eh ben, il faut qu'ils le prévoient en amont. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de dérisquer ce type de contrat, c'est de commencer à travailler avant de signer et de réfléchir et de s'assurer que, en l'occurrence, votre prestataire est impliqué, il cherche à comprendre, il cherche à définir et il cherche à pas simplement vous faire signer un devis, mais à s'assurer que globalement pour vous, il a compris globalement ce que vous attendiez. Voilà. Maintenant, question finale, si je devais choisir entre les deux, entre le forfait et la régie, eh bien, tenez-vous bien, je choisirais la régie d'une manière générale. Pourquoi? Parce que la régie permet d'avoir la totale implication de vos équipes. Si vous avez vraiment ce rôle de manager, de leader qui va partager une vision et qui va dire voilà où on veut aller, dans ce cas-là, l'équipe va pas se dire ah ben je suis juste payé pour délivrer de la fonctionnalité, mais non, je participe à un projet et je suis là pour faire que ce projet explose. Et finalement, la demande, elle est plus loin, c'est la vision de votre produit. C'est pas simplement crée-moi un bouton à tel écran parce que je te l'ai dit. Et donc ce type de relation est très bénéfique si évidemment le niveau est là, si la communication est là et si la confiance est là et vous pouvez faire des choses vraiment extraordinaires, y compris avec un prestataire. Allez, en conclusion, si vous démarrez un projet de startup, essayez de démarrer au forfait, mais avec uniquement un tout petit scope. Sinon, vous allez vous noyer, vous et votre prestataire. Ensuite, vous pouvez, si la confiance est bien établie, et si vous comprenez bien, vous avez établi cette bonne compréhension entre vous, passez au plus tôt en régie, ça permettra d'aller plus vite. Dès que vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité, ah tiens, fais-moi ci, poum, il sait que de toute façon, il n'y a pas besoin de négocier, de se demander combien on facture, est-ce que je vais pas me planter, etc. Il sait qu'il avance au plus vite. Et essayez autant que faire se peut de rester en mode régie si jamais les coûts et les délais sont toujours raisonnables. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a eu un souci et que potentiellement il faut revenir au mode forfait. Autrement dit, il faut vous adapter. Alors, quelques KPI, quelques clés de performance pour vous aider à décider justement quoi faire. Mesurez tout le temps quels sont les vrais coûts des fonctionnalités et typiquement quel est le pourcentage de nouvelles fonctionnalités que vous avez eu dans votre budget. Les vrais coûts des debugs par rapport aux nouvelles fonctionnalités. Donc, est-ce que j'ai développé 70 à 80% de nouvelles fonctionnalités et j'ai que 20% de debug, ou est-ce que je passe 70% à débugger et globalement beaucoup de cash à débugger et pas à faire des nouvelles fonctionnalités? Et quel est également le réel coût de la refactorisation du code? Ça vous donne un bon indicateur de la qualité du logiciel qui vous a été fourni. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, abonnez-vous et n'hésitez pas à me poser des questions sur les startups, sur votre projet et sur comment monter et scaler globalement sa startup. À très vite pour un prochain épisode. Ah, et one more thing, si vous avez des questions ou un commentaire, n'hésitez pas sur YouTube ou sur Instagram. À très vite.